Bon, maintenant qu'on a terminé la modélisation de notre croissant, il faut qu'on le texture. Sur notre fichier par défaut, on a donc une caméra, une lumière et un cube. La caméra sert à capter l'image, le cube c'est l'objet qui est capté, et la lumière sert à éclairer notre scène. Pourtant, si je vais dans les paramètres de ma lumière, et que je modifie sa couleur d'émission et sa puissance, je ne vois pas de changement. Mais du coup, comment ça se fait? Sur Blender, il existe 4 méthodes d'affichage. Par défaut, on est en mode de vue solide. C'est celle qu'on utilise pour la modélisation. C'est-à-dire qu'on n'a aucune information de couleur ou de lumière. C'est la raison pour laquelle, en modifiant les informations de ma lumière, je n'ai pas vu de changement. Pour pouvoir visualiser ces informations, il faut changer d'affichage. Tu peux le faire en switchant entre ces 4 icônes, ou en restant appuyé sur la touche Z. Tu vois apparaître 4 modes ayant tous un icône correspondant aux icônes qu'on retrouve ici. Par défaut, on est en mode de vue solide. C'est une méthode d'affichage adaptée pour faire toutes les opérations qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire tout ce qui est modélisation et sculpting. La méthode wireframe te permet de voir tes objets en mode filaire. Donc ça, typiquement, ça va être très utile lorsque tu vas éditer tes objets. Par exemple, en mode edit, tu peux sélectionner tes sommets à travers ta géométrie. Alors que si je le fais en mode de vue solide, je ne vais pas sélectionner la géométrie qui se trouve derrière. De même, si je veux sélectionner les sommets qui se trouvent à l'intérieur d'un autre cube, le mode wireframe est parfait pour ça. En vrai, la grande différence entre le mode wireframe et le mode solide est due à l'activation de cette icône. En mode de vue solide, il est désactivé, mais si je le désactive en mode de vue wireframe, je ne pourrai plus voir à travers, et je ne pourrai plus sélectionner ma géométrie à travers. Et de la même manière, quand je suis en mode de vue solide, si j'active l'option, je vois à travers ma géométrie et je peux la sélectionner à travers. Donc en fonction de ce que tu fais, tu n'as même pas besoin de quitter le mode de vue solide. Il te suffit juste d'activer cette option, qui est souvent mieux je trouve. D'ailleurs, tu peux activer et désactiver l'option en appuyant sur Alt Z. Donc les modes de vue wireframe et solide nous permettent d'éditer nos objets. Le mode de vue rendu nous permet d'afficher nos informations d'éclairage et de matériaux. En l'occurrence, là je vois bien la couleur qu'émet ma lampe car elle est projetée sur mon cube. Si je change la couleur pour mettre la couleur par défaut, je vois le changement de couleur. Pareil si je modifie la puissance. De même, si je modifie la couleur de mon cube, je vois les changements se faire en temps réel. J'ai donc bien les informations de couleur et d'éclairage de ma scène. Et la manière dont tu vois ton cube, c'est exactement ce que tu auras au rendu final. Si je viens faire un export de mon rendu, je vois bien que j'obtiens exactement la même chose que ce que je vois en mode de vue rendu. Enfin, on a le mode Material Preview. Ce mode fonctionne de la même manière que le mode de rendu, à la différence qu'il n'utilise pas le même éclairage. En effet, en mode Material Preview, on n'utilise pas l'éclairage de nos lampes. Donc si je masque ma lampe, ça n'a aucun effet. Alors qu'en mode de vue rendu, on a une vraie différence d'information de lumière sans la lampe. Notre cube est à peine visible. Il l'est toujours parce que par défaut notre scène utilise un léger éclairage, qu'il est possible de venir configurer à cet endroit. Je peux changer la couleur et la puissance. Si je mets une puissance à 0, je n'ai plus aucun éclairage. Alors qu'en mode Material Preview, je vois parfaitement mon cube. La raison pour laquelle ce mode de vue est setup ainsi est due à ces deux paramètres. Scene Light me permet d'activer les lumières présentes dans la scène. Donc si je viens activer la lumière, je vois la différence de lumière. Et Scene World me permet d'activer l'éclairage de ma scène. Si on laisse par défaut l'option Scene World désactivée, on utilise une map HDRI pour créer notre éclairage. Je t'expliquerai plus en détail ce qu'est une map HDRI dans la partie consacrée aux lumières. Donc, avec ces deux paramètres activés, on obtient exactement le même résultat qu'on soit en mode de vue rendu ou en mode de vue Material Preview. Alors, en vérité, c'est pas totalement vrai, parce que c'est le cas avec le moteur de rendu Eevee, mais ça n'est pas le cas avec le moteur de rendu Cycles. Mais bon, je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces deux modes te permettent de travailler ta texture, mais que le mode de vue rendu te permet de visualiser ce que tu auras au rendu final. Ok, maintenant qu'on a compris comment voir nos informations de texture, voyons ensemble comment texturer un objet. Pour créer un matériau, il te suffit de te rendre dans cet onglet. C'est la manière la plus rapide pour agir sur tes matériaux. Alors, cet onglet est accessible uniquement avec les objets qui peuvent avoir des modifications au niveau texture. Par exemple, en ayant ma lampe de sélectionner, je n'ai pas accès à l'onglet.
Ok, donc par défaut, tu devrais avoir un matériau déjà existant. Si ce n'est pas le cas, il te suffira de cliquer sur New pour en créer un. Dans notre onglet de matériaux, on a donc la possibilité de modifier quelques paramètres, comme la couleur. En cliquant dessus, tu accèdes à une palette de couleurs avec la possibilité de modifier les valeurs. On peut modifier d'autres paramètres, tels que l'aspect métallique de l'objet, la rugosité et bien d'autres options. Sauf que travailler son matériau ici devient très vite limité. Cet onglet nous permet d'agir rapidement, mais pas en détail. Si tu veux travailler ton matériau convenablement, il va falloir agir dans ton shader editor. Pour ça, tu peux venir scinder en deux ta fenêtre et charger ton shader editor à la place du 3D viewport. Il y a un espace de travail appelé shading qui est spécialement conçu pour la création des matériaux, où l'on a la fenêtre de 3D viewport juste en haut, en mode de vue matériel preview, et la fenêtre du shader editor en bas. Alors, la raison pour laquelle on a un fond au niveau du 3D viewport est due au fait que notre map HDRI n'est pas masquée, comme elle peut l'être par défaut dans le layout. Mais il nous suffit de mettre le World Opacity à 0 pour le faire. Alors personnellement, j'ai pris l'habitude de travailler avec des fenêtres verticales pour travailler ma texture. Donc je préfère rester sur le layout, mais voilà, tu peux très bien rester sur le shading si tu préfères. Donc ici, tu as une fenêtre avec plusieurs paramètres. C'est la même chose que ta fenêtre N de ton 3D viewport, tu peux la masquer et la faire apparaître avec le bouton N. Alors pour pouvoir visualiser ton matériau, il faut que ton cube soit défini comme élément actif. Autrement, tu risques de ne rien voir ou de ne pas voir le bon matériau. Donc le shader editor, comme dans notre onglet de matériaux, on retrouve les mêmes paramètres qu'on peut venir ajuster en fonction de la texture souhaitée. Les éléments que tu as ici s'appellent les nodes. Tu peux les déplacer en restant appuyé dessus ou en appuyant sur G. Ces deux nodes sont ceux que tu as par défaut pour toute nouvelle texture créée. Tu as le matériel output à droite, il est indispensable dans tous tes matériaux, sans lui tu n'auras aucun résultat visible, et celui de gauche est le node responsable de ton matériau. Ce node, appelé Principled BSDF, regroupe de nombreux paramètres permettant de simuler quasiment tous les types de matériaux. C'est le node de référence pour créer la texture d'un objet. Ces deux nodes sont connectés l'un à l'autre via le petit câble vert que tu vois ici. Tu peux les déconnecter ou les connecter à nouveau en cliquant avec le bouton gauche de ta souris. Sur tes nodes, tu peux remarquer que tu as plusieurs petits boutons de couleur, te permettant donc de connecter des nodes entre eux. En règle générale, les couleurs vont ensemble. Elles représentent une action spécifique. Mais on verra que c'est un peu plus complexe que ça. D'ailleurs, si je connecte mon BSDF au displacement de mon matériel output, mon trait apparaît rouge, ce qui m'indique que je ne peux pas les connecter entre eux. Tu peux dupliquer un node en faisant Shift D. D'ailleurs, tu peux faire la même chose avec tes objets, tu peux les dupliquer en faisant Shift D aussi. Tu peux supprimer un node en appuyant sur X. Tu peux ajouter des nouveaux nodes en allant dans la rubrique Add ou en utilisant la commande Shift A. Les nodes sont rangés par catégorie. Par exemple, le node Principal BSDF se trouve dans la catégorie des shaders. Ce sont les nodes responsables des matériaux. Tu peux également rechercher un node. Ici, si tu décoches l'option Use Node, tu ne vas plus avoir l'option d'agir via tes nodes. Tu pourras seulement agir dans ton onglet matériaux sur quelques paramètres. Ici, tu peux définir d'afficher les nodes de tes objets ou de ta scène en choisissant World. Car ta scène utilise également des nodes, mais on reviendra dessus plus tard. Et enfin, ici, tu as le matériau généré. Si tu cliques sur la croix, tu désactives ton matériau, et alors tu te retrouves sans node. Tu peux en créer un nouveau en cliquant sur New, ou venir générer ton matériau en cliquant sur cette icône, et en sélectionnant le matériau souhaité. Voilà donc pour les paramètres basiques de ton shader editor. Avant de commencer le texturing du croissant, on va activer un add-on très pratique quand on travaille des textures. Pour pouvoir activer un add-on, il te suffit de te rendre dans tes préférences, dans la rubrique Add-on, et de taper dans la barre de recherche celui que tu souhaites activer. L'add-on s'appelle Node Wrangler. Grâce à cet add-on, on a accès à des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, si je déconnecte mon node et que je veux rapidement le connecter à la sortie, il me suffit de rester appuyé sur CTRL et SHIFT en même temps et de cliquer sur le node que je souhaite connecter. Ou alors de cliquer sur O, ce qui fait exactement la même chose. Bref, ça donne accès à pas mal de fonctionnalités plutôt cool. Si tu veux te renseigner sur toutes les actions qu'on peut faire avec, t'as la documentation officielle ici. Ok, donc là t'as les bases de ce qu'il faut connaître pour texturer un objet correctement.
Maintenant, il faut que je te parle des deux manières de texturer nos objets. La première manière, dite procédurale, consiste à la création d'une texture à l'aide de fonctions mathématiques et de matériaux prédéfinis sur Blender. En d'autres termes, ça revient à utiliser les nodes qui sont intégrés au logiciel, tels que le Principal BSDF que tu as par défaut. Par exemple, sur ton Principal BSDF, tu vas définir si ton objet est métallique, à quel point il réfléchit, sa couleur, etc. Et en ajoutant d'autres nodes, tu vas créer quelque chose de plus en plus complexe. L'autre méthode consiste à utiliser des images pour texturer nos objets. Tu peux prendre n'importe quelle image que tu souhaites et l'utiliser pour texturer tes objets 3D. C'est très pratique et ça te permet d'obtenir un très bon résultat très rapidement. D'ailleurs, tu peux trouver plein de textures gratuites ou payantes sur Internet à intégrer dans ton logiciel. Pour utiliser une image texture, c'est vraiment très simple. Par exemple, j'ai cette image de fleur. Si je veux l'utiliser, il me suffit de la glisser dans mon shader editor et Blender me crée automatiquement un node image texture avec mon image chargée dessus. Ensuite, il me suffit de le brancher à la sortie en restant appuyé sur Shift et Ctrl en même temps. Et alors là, mon image recouvre entièrement mon cube. Le problème avec cette méthode, c'est que tu utilises une image 2D pour texturer un objet 3D. Et du coup, ça donne un résultat pas toujours souhaitable. Pour éviter ça, il faut faire en sorte d'adapter ton objet avant. Pour pouvoir l'adapter, il faut faire l'UV mapping, c'est-à-dire déplier ton objet 3D de sorte à ce qu'il corresponde à une image 2D. Prenons le cube par défaut. On a un objet qui évolue en 3D, mais si je le déplie, je peux lui donner une forme 2D. On a un objet qui est complètement plat, qui n'a pas de volume sur l'axe Z et qui a pris une forme de croix. Il évolue uniquement sur les axes X et Y. Et bien l'UV mapping, c'est exactement ça. Enfin, presque. Là, on a modifié la forme 3D de notre cube. L'UV mapping ne modifie pas la forme 3D de nos objets, il permet juste de donner une projection 2D qui sert de repère aux images qu'on utilise pour texturer. Pour travailler ton UV mapping, tu peux te rendre dans l'espace de travail UV Editing. Dans cet espace de travail, tu as deux fenêtres. Une fenêtre à gauche qui est le dépliage UV de ton objet. On appelle cette fenêtre l'UV Editor. Et à droite, tu as une fenêtre qui est tout simplement le 3D Viewport en mode Edit. Pour pouvoir visualiser ton UV mapping, il faut que tu sois en mode Edit. Autrement, en mode Objet, tu ne vois rien. Et de la même manière, si ton objet n'est pas sélectionné, tu ne verras rien. Si tu sélectionnes une face, tu ne verras que la face sélectionnée. Si tu veux voir le dépliage UV, il faut sélectionner ton objet en entier en appuyant sur A. Ou alors activer cette option. Dans ce cas, même si tu désélectionnes ton objet, tu vois son dépliage UV. Par défaut, tous les nouveaux objets que tu peux créer sur Blender ont un dépliage UV. C'est la raison pour laquelle notre cube a un dépliage en forme de croix. Si je prends ma tête de singe, je remarque qu'elle a aussi un dépliage. On a donc une visualisation du singe en 2D. Et c'est pareil avec le cylindre. Bref, tous nos objets par défaut ont un dépliage UV. Ok, maintenant imaginons que je vienne appliquer l'image de fleur à mon cube. À partir du moment où tu insères une image sur Blender, elle est intégrée dans le logiciel. Ce qui signifie que tu peux venir la charger à n'importe quel endroit où tu vois ce petit icône. Une fois mon image chargée, je la vois en arrière-plan du dépliage UV. Je pourrais toujours l'enlever en appuyant sur la croix et revenir à mon interface par défaut. Si on regarde l'image par rapport au dépliage UV, on comprend mieux pourquoi on a ce résultat. Dans l'UV Editing, on peut agir sur nos sommets, arrête et face, de la même manière qu'en mode Edit. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner ces sommets et les déplacer en appuyant sur G, ce qui a un impact direct sur le rendu de mon cube. Et on pourrait aussi faire une rotation et un ajustement de taille. Par défaut, on est sur le mode de sélection de sommet, mais on peut switcher pour sélectionner les arêtes ou les faces. Sachant que là aussi, on peut cliquer sur 1, 2 et 3 pour switcher rapidement. L'avantage d'être en mode de sélection de face, c'est qu'on peut déconnecter les polygones. Comme on travaille sur un plan 2D, on évolue sur l'axe X et Y. Donc lorsque je fais un déplacement par exemple, je peux contraindre sur l'axe X pour le déplacer que de gauche à droite, et contraindre sur l'axe Y pour le déplacer de haut en bas. Voilà donc pour les fonctionnalités principales dans le mode UV. Ok, maintenant, imaginons que j'ai créé un objet plus complexe et que je veux y faire son dépliage UV. Comment je fais?
Pour l'exemple, je vais prendre ma tête de singe et je vais lui ajouter un subdivision de surface à 2. Maintenant, imaginons que je veuille utiliser cette image pour texturer ma Suzanne. C'est très simple, je glisse mon image dans le shader editor et je fais Shift, Ctrl, clic gauche. L'image fonctionne très bien sur mon objet. Pour que ça soit plus réaliste, et comme l'image utilise des informations de couleur, je peux utiliser le Principled BSDF, c'est-à-dire que je branche le Principled à la sortie, et que je branche ensuite l'image au base color du Principled. Et là, tout de suite, on a un résultat très convaincant. Maintenant, imaginons que j'ai un objet, mais qui ne possède pas de dépliage UV. Donc pour le coup, en mode Edit, en ayant tout sélectionné, je viens dans le menu UV et je choisis Reset. Et alors là, le rendu n'est plus du tout ce qu'il était. Notre image texture ne fonctionne pas comme avant. Dans ce cas-là, il va falloir faire un dépliage UV. Pour pouvoir déplier un objet, il faut indiquer à Blender des coutures, c'est-à-dire l'endroit où il doit le découper. C'est comme si tu prenais une bouteille et que tu la découpais de sorte à obtenir un dépliage en 2D. Et bien c'est pareil, il faut indiquer à Blender où faire ce découpage. Pour ça, c'est très simple, il suffit de sélectionner plusieurs sommets. Alors je peux sélectionner plusieurs sommets rapidement en sélectionnant un sommet, en restant appuyé sur CTRL et en sélectionnant un autre sommet. Ça me permet de sélectionner tous les sommets compris entre. Ensuite, j'appuie sur U, ce qui me permet d'afficher le menu UV que tu as là. Et je choisis Marque Sim. Sim qui veut dire couture. Et donc là, mon dépliage va se faire par rapport à ma couture. Alors pour l'instant, rien ne se passe, c'est normal, parce que quand tu fais une couture, elle n'est pas automatiquement reconnue dans ton dépliage. Il faut que tu fasses un dépliage manuel pour qu'elle le soit. Pour faire le dépliage, tu sélectionnes tous tes sommets et tu appuies sur U, Unwrap. Et là, ça fonctionne. Le dépliage se fait par rapport à la couture. Alors, au niveau de mon dépliage, j'ai deux îlots indépendants. Ils correspondent aux yeux, donc eux, faut pas y faire attention parce qu'ils sont pas reliés avec le reste de la géométrie. Je peux les déplacer indépendamment. En faisant mon dépliage, ils sont dépliés tels qu'ils sont, ce qui est bien en soi, vu que le dépliage fonctionne bien, mais nous on va se focaliser sur le reste de la géométrie. Donc je vais les supprimer. Pour les sélectionner, tu cliques sur L en les survolant, ça sélectionne les sommets reliés entre eux. Donc qu'en est-il de notre dépliage? Si je regarde en mode objet, je remarque que j'ai une texture qui donne l'impression d'une spirale, comme si on était aspiré vers la couture. Ensuite, plus je m'éloigne de la couture, et plus j'ai quelque chose d'étiré. Et si je regarde au niveau de la couture, j'ai une démarcation bien visible. Ok, clairement notre couture ne fonctionne pas. Mais c'est mieux que de ne pas en avoir. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il faut suffisamment de couture pour ne pas avoir de polygones trop petits, qui sont obligés d'étirer la texture. Mais aussi qu'à l'endroit où tu fais ta couture, tu as une démarcation. Donc lorsque tu fais de l'UV mapping, tu essaies toujours, du mieux que tu peux du moins, de masquer tes coutures. Et pour ça, l'idéal, c'est de les positionner à des endroits stratégiques où techniquement elles seront moins visibles, comme le derrière d'une tête, ou en dessous d'une table par exemple. Ok, ben essayons. Alors pour enlever une couture, il te suffit de sélectionner les sommets et de faire U, Clear Sim. Ensuite, pour les coutures qu'on va faire, alors je vais masquer mon subdivision de surface pour voir mieux ma géométrie, et je vais partir de ce sommet pour arriver jusque là environ. Donc U marque Sim, et ensuite Unwrap pour déplier. Alors je vais remettre le subdivision, et là tout de suite ça fonctionne. La texture paraît beaucoup plus naturelle. Bon, bien évidemment on voit notre couture, mais ça malheureusement on ne pourra pas y faire grand chose. Car si j'enlève la partie du dessus, ben je risque d'avoir une texture étirée, ce qui n'est pas super. Donc voilà, les coutures, tu ne pourras pas faire autrement, elles seront visibles. Il faut essayer du mieux que tu peux de les masquer. Voilà pour l'UV mapping. Bon, là clairement, il faudrait qu'on fasse quelques coutures supplémentaires pour obtenir un résultat plus travaillé, surtout au niveau des oreilles, car la texture est trop étirée. Mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Ce que tu peux faire de ton côté pour t'entraîner, c'est créer un fichier vierge dans lequel tu crées une Suzanne, d'aller dans l'UV Editing, essayer de comprendre où se situent les coutures par défaut, et ensuite essayer de reproduire ces coutures. Je te laisse en lien dans la description l'image de bois que j'ai utilisée si tu veux faire des tests. De notre côté, revenons sur le croissant et appliquons un dépliage UV qui fonctionne.
Avec mon croissant, quand je vais dans l'UV Editing, j'ai déjà un dépliage 2D. Ce dépliage que j'ai est basé sur le dépliage par défaut du cylindre, étant donné qu'on a commencé notre modélisation à partir d'un cylindre. Bon, là, clairement, le dépliage ne fonctionne pas. Il va falloir qu'on modifie ça. T'as peut-être remarqué, mais quand on est en mode Edit, on n'a pas la même forme que lorsqu'on passe en mode Objet. C'est tout simplement dû au fait qu'en mode Edit, on n'a pas les transformations causées par le multi-résolution. Si j'appliquais le modifieur, alors là en mode Edit, j'aurais toute la nouvelle géométrie et la forme adaptée. Sauf que ce serait moins pratique pour faire le dépliage UV, donc on va pas le faire. Ok, déjà j'active cette option pour avoir la vue sur mon dépliage en permanence. Ensuite, la première chose à penser est de créer des coutures qui soient le moins visibles possible. On peut donc faire une couture sur toute la géométrie du dessous, car a priori c'est la zone la moins visible. Donc je sélectionne ce sommet, et je sélectionne tous les sommets jusqu'à l'autre extrémité. Et ensuite, U, marque sim. Maintenant, si je déplie, donc en sélectionnant tout et en faisant U, qu'est-ce que ça donne? Eh bien quelque chose de pas trop mal. Alors c'est pas encore ça, mais c'est déjà bien. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va créer des coutures au niveau des creux, pour découper notre géométrie. Les creux sont a priori des zones qui seront moins visibles. Donc là, toujours pareil, pour sélectionner ma boucle d'arête, je fais Alt et Shift en même temps. Alors attention, si je me place entre ces deux sommets, je vais sélectionner cette boucle d'arête. Il faut que je me place sur une des arêtes qui se trouve là. Et donc je sélectionne les boucles de tous les creux. Une fois que j'ai ça, je fais U, marque sim. Et ensuite, U, unwrap. Et là, on a un dépliage qui fonctionne. Alors, je pourrais venir découper sur les extrémités, mais pour l'utilisation qu'on va en avoir, c'est suffisant. Ok, donc là c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais tester ma texture de bois pour voir ce que ça donne. Et ben nickel, ça fonctionne très bien. Donc voilà, notre UV mapping est fait et il fonctionne. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Pour résumer cette vidéo, on a vu qu'il existe des méthodes d'affichage qu'il est possible de sélectionner via ces icônes ou en restant appuyé sur le bouton Z. Pour pouvoir visualiser nos textures, il faut soit se mettre en mode Material Preview, soit en mode de rendu, qui est la méthode d'affichage qu'on aura lors de notre rendu final. Pour travailler notre texture, on utilise la fenêtre Shader Editor et on utilise des nodes. Il existe deux manières de texturer un objet. De manière procédurale, en créant notre texture dans notre fichier Blender, ou en utilisant des images textures. Enfin, on a vu l'importance du dépliage UV et comment procéder pour déplier un objet. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment créer une texture de croissant. Le gold m'attire, mais je veux juste être libre. Le gold m'attire, mais je veux juste être libre. Le gold t'attire, le gold m'attire, ouais. Le gold m'attire, mais je veux juste être libre. Minuit sonne, ça s'ambiance. La soirée fait que commencer. Déjà fonce des moi je perds mes sens. Fais-moi refumer, je vais aller danser. Je vois plus rien, je suis dans le brouillard. Je vois que des yeux.